C'est la dernière escalade de la longue saga sur de présumés abus de droits de l'homme au Xinjiang. Le gouvernement américain a plutôt déclaré que le gouvernement chinois commettait un génocide contre le groupe minoritaire ethnique ouïghour dans la région de l'Ouest. Beijing a rejeté l'accusation, la qualifiant de plus grand mensonge du siècle. Et désormais, les Chinois donnent leur opinion. Ils cherchent à boycotter plusieurs marques mondiales, dont H&M, Adidas et Nike, qui se positionnent sur ce qu'ils qualifient d'inquiétude sur du travail forcé dans la production de coton au Xinjiang. Et la colère contre ces marques était visible cette semaine. Je pense que ce que H&M a fait est une erreur, tout comme en agissant sur des mensonges et des préjudices. Ils ont grandement blessé les sentiments du peuple chinois. S'ils ne cessent pas de discriminer le coton du Xinjiang et font une déclaration claire, alors je trouverai d'autres options. Dans le même temps, les cultivateurs de coton au Xinjiang peuvent difficilement croire en ces accusations. Ils déclarent que l'industrie du coton est en forte progression dans la région et surtout hautement mécanisée. Nous gagnons de l'argent en récoltant le coton que nous-mêmes cultivons. Comment pouvez-vous appeler cela du travail forcé ? Les cueilleurs de coton que nous recrutons pouvaient gagner plus de 1 500 $ en 2 mois. Beaucoup de gens se ruent ici pour un emploi. Vous pensez qu'ils ont été forcés ? Il s'agit de planteurs de coton équipés d'un GPS. Aujourd'hui, des méthodes hautement avancées sont utilisées tout au long du processus d'ensemencement. Nous obtenons une bonne qualité et un meilleur revenu. Ni H&M ou Nike n'ont répondu aux requêtes pour commenter la situation. Cela intervient après des sanctions réciproques entre la Chine et les gouvernements occidentaux sur des abus présumés de droits humains au Xinjiang. Beijing continue de réfuter ces allégations. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la campagne contre la Chine sur le Xinjiang n'est rien d'autre qu'une tentative de stopper la progression du pays. Premièrement, le coton qui pousse au Xinjiang est l'un des meilleurs au monde. Ne pas utiliser ce coton serait une perte pour les entreprises concernées. Deuxièmement, la main-d'œuvre forcée présumée au Xinjiang est un pur mensonge concocté par certaines forces anti-chinoises qui tentent de salir l'image de la Chine, de saper la sécurité et la stabilité au Xinjiang et de freiner le développement de la Chine. Cette querelle a eu un impact majeur sur les marchés mondiaux et créé des dommages à certaines marques de vêtements. Les actions de Nike ont chuté de plus de 3% à Wall Street jeudi, tandis que le titre H&M a perdu près de 2% en Suède. La Chine est le 4e plus gros marché de H&M et le second marché pour Nike. Alors qu'il prépare la saison de plantation du coton de cette année, Mijit Yimit se dit être irrité par les récentes déclarations de certaines marques internationales. Des marques telles que H&M et Nike ont reçu des réactions négatives suite à leur refus d'utiliser le coton du Xinjiang à cause d'inquiétudes quant à un possible recours au travail forcé. C'est un mensonge éhonté. Comment peuvent-ils affirmer que nous sommes forcés de gagner de l'argent en cultivant et en récoltant du coton dans nos propres champs ? Ils veulent simplement ruiner notre moyen de subsistance et que notre coton pourrisse dans les champs. Ils veulent que nous soyons à nouveau pauvres, ce qui est absolument inacceptable pour nous. Cet homme de 41 ans vit de la culture du coton depuis plus de 10 ans. Au début, il ne possédait qu'un petit lopin de terre. Mais à présent, son champ de coton s'étend sur plus de 13 hectares. Il affirme avoir gagné environ 200 000 yuans l'année dernière, soit plus de 30 000 $, en cultivant du coton. Il se souvient avoir dû embaucher des personnes dans le Xinjiang ou en dehors de la région pour l'aider à cueillir le coton pendant la saison des récoltes. Je payais chaque cueilleur environ 2 yuan par kilo. S'il travaillait assez dur, il pouvait gagner environ 200 yuan par jour. En moyenne, le revenu quotidien est d'au moins 100 yuan. Personne ne les a forcés à venir. En fait, nombre d'entre eux se sont rués sur le travail. Il est assez courant que les travailleurs migrants des provinces de l'intérieur de la Chine, comme le Henan et le Sichuan, se rendent au Xinjiang en train, en classe économique, afin de cueillir du coton. En plus d'un salaire décent, ils bénéficient de l'hébergement gratuit. Mais avec l'utilisation de machines pour la plantation et la récolte, les cultivateurs n'ont plus besoin d'autant de cueilleurs. Tout mon coton est ramassé à la machine ces dernières années. Je peux finir de récolter mes 13 hectares de coton en un seul jour. Je ne paie qu'environ 30 000 yuan pour la location de la machine.
Une grande partie de la production de coton de la région est désormais entièrement automatisée. Selon les autorités, l'année dernière, près de 70% du coton du Xinjiang a été récolté par des machines. Et plus de 3000 de ces machines ont été utilisées pour la récolte du coton. Le Xinjiang est la première région productrice de coton en Chine depuis 25 années consécutives. Il possède la plus grande superficie du pays dédiée à la culture du coton. L'année dernière, sa production a dépassé les 5 millions de tonnes, soit 87% de la production totale de coton de la Chine. Toutefois, les données indiquent que la demande de coton du Xinjiang dépasse l'offre, ne serait-ce que pour le seul marché intérieur. J'ai vu que nos médias disaient qu'au Xinjiang, il y avait un génocide, que la langue ouïghour était interdite, que la culture aussi était éradiquée. C'était les mêmes choses que ce qu'on disait sur le Tibet 10 ans plus tôt. Et encore une fois, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que j'ai vu. Alors j'avais envie de le dire. En même temps, je mesurais le risque qu'il y avait à écrire un livre sur le Xinjiang et sur le Ouïghour, qui serait le contraire de ce que tous les médias écrivent en France, en Europe et aux États-Unis, notamment pour le clan atlantiste. Et donc je mesurais qu'il y avait un risque, parce que j'allais apparaître comme quelqu'un qui prétendait que les Twin Towers ne sont pas tombés ou que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Je risquais de passer pour une sorte de complotiste. Je savais qu'il y avait ce danger-là, et ça m'a beaucoup retenu. J'avais à la fois envie de l'écrire, et puis je me disais que c'était très risqué. Et puis finalement, pendant l'été 2020, je me suis décidé à écrire ce livre, parce que je me suis dit, bon, il faut que je parle, il faut que je prenne le risque. Et à ce moment-là, j'ai contacté 9 éditeurs, dont 3 éditeurs que je connaissais bien, parce qu'ils avaient déjà édité quelques-uns de mes livres. Et ces 9 éditeurs, la plupart n'ont pas répondu, et un a répondu pour me dire qu'en fait, il me soupçonnait de vouloir décrire les Chinois comme moins cruels que ce que disent nos médias. Alors ça, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas montrer que les Chinois étaient moins cruels que ce qu'on dit. Alors donc, il a refusé le livre. Et j'avais donc 9 refus d'éditeurs, parmi lesquels je pensais trouver des éditeurs qui étaient proches de ma sensibilité, des éditeurs qui n'étaient pas anti-chinois. Et donc, j'ai failli aller chercher un éditeur à l'étranger, en Europe notamment. Et puis, j'ai appris l'existence d'un éditeur qui s'appelle la Route de la Soie. Et c'est Sonia Bresner qui a monté cette maison d'édition. Et comme par hasard, c'est une belle coïncidence, elle a monté cette maison d'édition. C'est une universitaire, elle est docteur en philosophie et en épistémologie. Elle a monté cette maison d'édition après un voyage au Xinjiang, où elle s'est aperçue que ce qu'elle voyait là-bas était tout à fait le contraire de ce que disaient nos médias. Et je pense qu'il y a certainement des dizaines d'éditeurs dans le monde, et certainement beaucoup en France aussi, qui sont d'accord avec ce que je dis sur la Chine, mais qui ne vont pas l'écrire parce qu'il y a un risque qui est trop grand pour eux et pour leur carrière. Alors, les médias français, bien sûr, j'en ai peur, mais enfin peur, c'est une façon de dire. En fait, je m'en méfie, parce que je sais que les médias français, il va y avoir deux hypothèses. Ou bien ils ne vont pas parler du livre, ils ne vont pas en parler, il y a une sorte de plafond de verre, hein, le livre est en dessous, on n'en parle pas. Donc un livre dont on ne parle pas est un livre qui n'existe pas. Ça, c'est le gros danger. Et l'autre hypothèse, c'est qu'ils vont en parler, mais pour en dire du mal, ou pour dire du mal de l'auteur. Parce que si le livre est irréfutable, si ce que le livre dit est vrai, si tout ce qu'on y trouve, les chiffres, les dates, les noms, l'histoire, si tout est vrai, il reste à s'attaquer à l'auteur. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est ce que les attaques ad hominem. Je l'avais dit, dès que le livre est sorti, j'avais dit, ils vont s'attaquer à moi plus qu'au livre. Et ça, ils le font. Donc en fait, c'est ce qu'a fait
le média sur Internet Arrêt sur Image, qui est un média très connu en France. Ils ont fait ça, ils m'ont tendu un piège monumental pour essayer de mais contre moi, pas forcément contre la Chine ou le Xinjiang, c'était contre moi. Malheureusement, moi j'avais enregistré l'ensemble de l'interview et je l'ai publié intégralement, et pour eux ça a été un désastre, parce qu'ils avaient fait une caricature de ce que j'avais dit, et ça a été un désastre pour eux. Ça leur a coûté beaucoup de leurs abonnés ont protesté, mais vraiment beaucoup. Et la plupart des gens sur leur site même me donnaient raison. Donc là, il y avait un piège terrible. Là, hier, j'avais l'interview avec Libération. Je savais bien que Libération, quoi que je dise, ne peut pas me donner raison. Ils mènent un combat contre la Chine, depuis des années. D'ailleurs, je leur ai dit hier, mais comment se fait-il que chaque fois qu'on voit le mot Chine sur votre journal, Libération, c'est toujours pour donner des nouvelles négatives. Comme il s'est passé en Chine, uniquement des choses désastreuses, des catastrophes, mais vous ne voyez pas que la Chine se développe. Vous savez, il y a le sociologue français mondialement connu, Pierre Bourdieu, qui a écrit beaucoup sur les médias et sur la télévision. Il avait cette notion qu'il appelait la circulation circulaire de l'information. Un journal donne une information, on ne vérifie pas s'il est vrai. Les autres journaux, ils se lisent entre eux les journaux. Les autres journaux la reprennent, ça fait le tour. Les hommes politiques la lisent dans les journaux, ils en parlent. Les journaux en parlent de nouveau en disant qu'un homme politique en a parlé, et ça fait le tour, et ça grossit. C'est la circulation circulaire de l'information. Alors là, est-ce que des journaux, voyant ce qui a été publié dans la Marseillaise et dans Libération, vont me contacter pour me demander des interviews? C'est possible. Mais ce sera toujours des pièges, ce sera toujours pour essayer de montrer que j'ai tort. Et moi, ça, je le sais, je le savais dès le départ.